passé avec le full génois et j'ai pris 2 riz dans la grand voile pour éviter que le bateau gîte trop. Le vent établi autour de 20 nœuds, j'ai des rafales à 25, 27 de temps en temps. Et à chaque fois justement que j'ai une rafale, le bateau a tendance à gîter et donc partir à l'holofait. Et la puissance que je gagne en fait avec la grand voile, elle sert uniquement à contrer cette holofait. Donc autant prendre 2 riz, diminuer un peu la puissance de la grand voile et avoir une force vélique beaucoup plus efficace qui permet de garder le bateau bien sur sa trajectoire. Cette histoire de bateau qui part au loft, c'est-à-dire qui remonte vers le vent quand il se met à agiter, quasiment tous les voiliers maintenant, tous les voiliers modernes, on va dire ce défaut. Et Quetzal, comme c'est un bateau à bouchin, est pas le pire dans ce domaine-là. Bon, bah en tout cas, moi qui pensais que ça allait être tranquille maintenant jusqu'aux Antilles, il va falloir que je retourne dormir à l'arrière parce que je n'avais plus l'habitude de dormir dans la cabine avant qui est plus grande. Mais quand je suis au frais comme ça, à l'avant, ça bouge trop. Je vais me planquer à l'arrière. Là, la situation est devenue très curieuse parce que j'ai le vent enfin les vagues qui sont contre le vent. Je pense que je dois être dans la zone de transition du front où il y a la bascule de vent. C'est pas super confortable honnêtement. Waouh, ça fait des heures et des heures que ça cogne et que ça cogne et que ça cogne. Je continue à remonter au pré, le cap est bon, le vent est pas énorme, j'ai 20 nœuds de vent, mais ça n'arrête pas de taper, j'arrive pas à voir les vagues, il n'y a pas de lumière du tout. Je sais pas comment c'est, mais c'est infernal. Voilà, j'ai à peine 20 nœuds pourtant. Et je veux pas desserrer le pré parce que ce que j'ai fait hier, j'ai fait au moins 15 virements de bord hier. Je vais pas tout perdre maintenant. Je vais, pour l'instant j'ai toute la voile, je vais prendre 2 riz. Je vais voir si peut-être que bon là j'avancerai un peu moins vite, mais peut-être que ça calmera le jeu, j'en sais rien. Waouh. Les alizés, c'est pas ça, hein. C'est pas ce qu'on m'avait dit. Hein. Bon, ça y est, j'ai pris 2 riz. J'ai choqué aussi un peu d'écoute. On va retourner à l'intérieur. J'arrive pas à voir comment est la mer. Il n'y a pas de ligne du tout. Par contre, du coup, je suis passé sous les 5 nœuds. Enfin, je pouvais vraiment pas continuer comme ça, c'était insupportable. Et en plus de ça, quand j'avais déjà remarqué depuis le départ de Las Palmas, à chaque fois que j'ai eu à faire du pré, que ça bougeait beaucoup comme ça, que c'était dur, et que le bateau était gîté. Ça sent le gasoil dans la cabine. Je pense que quand je suis parti, j'ai fait les pleins complets de tous les réservoirs. Je pense que ça doit remonter dans les tuyaux des vents ou quelque chose comme ça. Ça s'est jamais produit avant cette histoire de gasoil. Ouais, ça rajoute au fun. Ouais, les mouvements du bateau sont devenus plus lents. Mais waouh, ça continue à bien cogner quand même. Je ne veux pas tout casser. Voilà, progression depuis la fin de l'après-midi. Avec tous les virements de bord que j'ai été obligé de faire. Il y en a même avant d'ailleurs. En plus, c'est prévu pour durer parce que là, je suis à peu près au niveau de cette marque.
légèrement plus sur la gauche maintenant. Et cette dépression là, elle va tourner pendant plusieurs jours. Et donc je cherche à rester dans cette zone, là où il y a du vent. Et après l'objectif c'est de descendre au sud pour prendre cette zone-là. La zone où ça souffle un peu plus fort et retrouver un vrai régime d'Alizé. Pas cette dépression qui m'oblige à tirer les bords dans 20 nœuds près. Avec le lever du jour, j'ai fini par envoyer la trinquette. Effectivement, les vagues sont très courtes, très hachées et viennent de 3 directions différentes. Donc j'avance plus qu'à 5 nœuds et demi, mais il vaut mieux perdre un nœud et demi, 2 nœuds et pas tout casser et surtout arriver à se préserver parce que là c'est là j'étais à bout là. Et voilà le 6e ou 7e grain de la matinée. Je les compte plus maintenant d'ailleurs. On est à 30 nœuds de vent. Ce que je fais, c'est que je reste avec 2 riz. Et quand le grain arrive, je me contente de changer génois par trinquette. Voilà d'où vient le problème d'odeur de gasoil que j'ai. Ça c'est la prise de carburant du chauffage. Et à l'intérieur il y a simplement une tige qui rentre dans le réservoir. Ça c'est simplement un trou avec derrière une rondelle en métal, un joint dessus et une autre rondelle en métal qui l'écrase pour faire un peu d'étanchéité. Et c'est très étanche. Alors est-ce qu'en fait ça l'a peut-être jamais été, mais il est rarement aussi plein. Je nettoie tout ça avec du liquide vaisselle, ça marche très bien pour le gasoil. On va voir. Heureusement, Quetzal a des winches électriques. Alors des fois quand il fait beau, ça m'amuse de le faire à la main. Voilà, donc j'en suis au 3e jour de ce coup de vent. Ça commence à devenir vraiment fatigant. Le vent monte jusqu'à 40 nœuds sous les grains. Et comme des grains, il y en a un toutes les demi-heures, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de répit. Dormir la nuit, c'est très difficile. En fait, je passe mon temps à allonger, à surveiller, parce qu'il ne faut pas, justement, faut pas se fatiguer. Je m'attendais à un moment ou à un autre que le vent tourne,
mais il a toujours la même orientation. Je reste à 60 degrés du vent parce que je ne peux pas faire moins, sinon je tape dans les vagues, c'est assez infernal. Et ça pourrait même finir par devenir dangereux. Donc, le vent, lui, varie entre 30 et 40 nœuds constamment. Avant, il monte à 45 pendant les rafales. Et par contre, je suis obligé d'essayer de garder un trait à moins de 50 degrés, sinon je me fais renvoyer un peu n'importe où, quoi. Mon cap, il devrait être 230, là, 220, 230. Mais là, il s'est un peu amélioré, mais j'ai du mal à le maintenir en dessous des 260, 270. Alors j'ai arrêté le bateau parce qu'il m'arrive un truc, et c'est bien la dernière chose que j'avais envie de voir se produire, c'est que j'ai un problème au niveau c'est que le vérin du pilote automatique s'est désolidarisé de la barre. Et je sais pas comment c'était fait exactement. Alors ça c'est le vérin. Ça c'est la barre, alors elle est à contre parce que je lui suis mis la cape. Et cette partie là du vérin est fixée sur cette boule. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vois que c'est bien. Je vois que les bords sont un peu entamés. Et il y a pas mal de espèces de poudre. Donc est-ce que petit à petit il n'y a pas eu du jeu et du coup ça a permis au vérin de sortir de son logement. Et le pire c'est que je sais pas comment c'était fait exactement, comment c'était attaché. Je réfléchisse. Et ça c'est vraiment un problème critique, hein, parce que sans pilote, le bateau en solo il est pas gérable. Alors j'ai carrément tout sorti. Et en fait, c'est cette partie-là qui a été usinée, ici. Là. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que normalement elle devrait être bloquée par la rotule ici, et appuyée sur cet anneau en métal. Et effectivement, ce côté-là est beaucoup plus large que celui-là. Je vais faire, je vais l'inverser, je vais le mettre à l'envers en fait. C'est-à-dire je vais mettre le côté le plus étroit vers la rotule et je vais tout remonter, je vais tout dresser. Je vais quand même l'attacher. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour trouver un autre système en espérant que ça va à peu près tenir le coup sur encore la moitié de l'Atlantique parce que je suis à peu près à la moitié du parcours en plus. Ok, donc j'ai remis en place. J'ai huilé la rotule, j'ai mis cette espèce de garcette un peu pourrie là, mais honnêtement j'ai du mal à comprendre comment ça pouvait tenir. Bon, on va essayer comme ça. Je augure pas une durée de vie très longue. Alors par chance, j'avais récupéré la dock d'installation du vérin, même si c'est pas moi qui l'ai installé, ça avait été fait au chantier. Et effectivement, il y a la description de cette connexion entre le bras de mèche et le vérin qui se fait à travers une chape à rotule. Et dans le schéma qui présente, je vais vous faire voir. Et dans le schéma qui présente, on a bien ici, donc ça c'est le bras du vérin. Et là, cet ensemble-là, qui eux le présentent comme quelque chose de solidaire, avec la rotule qui elle est ici, l'axe traversant la mèche pour le fixer, et l'axe la tige du vérin qui est ici. Et cette rotule, elle est bien enserrée à l'intérieur de l'anneau en fait de la pièce qui est tombée par terre. Alors moi elle n'est pas montée dessus, elle est montée dessous. C'est-à-dire que la rotule elle est à ce niveau-là. Et ce qui s'est produit, c'est qu'à force de travailler, la partie supérieure donc de l'anneau qui enserre cette rotule s'est petit à petit élargie. Et est tombée, c'est ce qui est tombé hier. Alors c'est pas une pièce qui est référencée comme pièce d'usure, donc j'en ai pas de rechange à bord. Je savais même pas que je m'étais d'ailleurs jamais intéressé jusqu'ici. J'avais jamais remarqué qu'il y avait cette espèce de poudre en fait qui donc correspond à la matière qui a été usinée en quelque sorte sur la partie supérieure de l'anneau. J'espère que ça va marcher comme ça. Aujourd'hui, toutes les 2-3 heures, je vais aller voir comment ça se présente.
après tous les jours, puis tous les 2-3 jours. Et d'ici une semaine, je pense que je vais tout démonter, regarder s'il n'y a pas eu de traces d'usure vraiment anormales qui permettraient de dire que voilà, le truc n'est pas bon, qu'il faut trouver autre chose. En tout cas, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. En solitaire, toute la partie pilote, que ce soit la partie électronique ou la partie mécanique, comme là, est quelque chose de critique, parce que moi je barre pas le bateau. Il faut un pilote automatique. Voilà. À 5 minutes, j'étais tranquillement en train de lire. Il y avait 0 vent. Je dois le taper. Alors me voilà dans la pétole. Ça devrait être normalement le dernier trou de vent que je rencontre pour les 7 jours à venir, puisque si les prévisions sont bonnes, un régime d'alizé régulier devrait se mettre en place pour les 7 jours à venir au moins, ce qui devrait me permettre d'avancer normalement maintenant vers la Guadeloupe. Il me reste encore 1200 000 à faire, un peu plus d'une dizaine de jours je pense. Ça va pas être un trajet en ligne droite. Je dois avouer que ma réparation concernant le pilote du Vérin me surprend, parce que ça n'a pas bougé depuis, ça fait 48 heures maintenant, et je suis plutôt confiant pour pouvoir continuer comme ça jusqu'au bout de la transat. Je changerai la pièce avant de faire le retour quand même. Les alizés ils sont là, ça y est. Ça fait 2-3 jours maintenant, avec des sargasses. Les sargasses, c'est ces espèces d'algues là qu'on voit. Il y en a plein. Je comprends que ce soit un problème quand ça arrive sur les plages. Alors pour vous, il vous paraît tout petit. Là, vous avez un bateau de 366 mètres de long, c'est le CMA CGM Ténéré, c'est un cargo. On est en route de collision et il s'est détourné pour me passer derrière. Je vais vous faire voir tout à l'heure la trace. Il est énorme. Et d'ailleurs, sur sa coque, il est écrit que ce bateau marche au gaz naturel. Et effectivement, je vois pas cette grosse fumée noire de diesel. C'est assez incroyable. LNG Powered. Wow. Alors moi j'arrivais de ce côté-ci, ça c'est ma route là, moi je suis ici. Lui il est arrivé par le haut, c'était sa route, ici il m'a détecté, il a fait une correction de trajectoire, et une fois qu'il m'apparaît, il a repris sa trajectoire initiale. Il y a quelques temps, j'ai eu une discussion avec un autre plaisancier, au sujet du fait que depuis la généralisation de l'AIS dans le titre de la plaisance, les cargos étaient devenus extrêmement respectueux des règles de route en ce qui concerne la prévention des abordages en mer. Lui, il avait un point de vue plus nuancé et il me disait que dès qu'il voyait un cargo loin s'approcher ou qu'il avait un petit s'éloigner, il changeait de direction et il s'éloignait. Alors, bon, son point de vue est à mon sens assez discutable. Il y a des règles qui sont faites pour la prévention des abordages en mer et ces règles, si on veut que ça marche, il faut qu'elles soient respectées. Et la règle, c'est qu'un voilier est privilégié par rapport à un bateau à moteur, quelle que soit la taille de ce bateau d'ailleurs. Changer de route brusquement parce que vous vous rendez compte qu'un autre bateau va vous passer peut-être un peu trop près, c'est un peu comme si sur la route vous décidiez tout d'un coup de respecter les priorités ou de vous mettre à passer au feu rouge parce que vous voyez un gros camion arriver derrière vous. Donc c'est un peu la même chose en mer, il y a des règles et pour que ça marche bien, mais il faut les respecter. Mon rôle c'était de maintenir mon cap et ma vitesse de façon à rester prévisible. Son rôle à lui c'était d'analyser ma trajectoire et de corriger la sienne pour qu'on ne se trompe pas de tout. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Aujourd'hui j'en suis au 24e jour en mer et c'est aussi le dernier. Dans quelques heures je serai en Martinique.
traversée qui aurait duré 23 jours et 10 heures. C'est peut-être un peu plus long que ce que j'aurais souhaité, mais quand je compare aux autres bateaux, et notamment à ce bateau que j'ai recroisé plusieurs fois en début de parcours, c'est dans la norme des traversées qui ont eu lieu ces derniers jours. En attendant de pouvoir m'avancer un peu plus du côté du marin, pour voir si je peux réparer différents petits problèmes que j'ai eus pendant la traversée, car je compte pas rester là. Mon intention c'était pas de venir aux Antilles. Là où je vais aller, c'est encore un peu plus loin, à 1600, 1700 milles d'ici, mais ça je vous raconte ça dans une prochaine vidéo.